J'espère que tout roule pour vous, que la forme soit au rendez-vous. Pendant plus d'un an, Paris a frappé à la porte, plaidé, supplié pour la libération de Bam Sansal, en vain. Ni Macron, ni ses ministres, ni même l'ensemble du paysage politique français n'ont réussi à infléchir la position d'Abdil, et pourtant il aura suffi d'un simple clin d'œil venu de Berlin pour que les verrous sautent. Oui, c'est bien à la demande exclusive de l'Allemagne que la libération a eu lieu. Une claque sèche nette administrée à la fierté française par le président algérien. J'espère que tout roule pour vous, que la forme soit au rendez-vous. Pendant plus d'un an, Paris a frappé à la porte, plaidé, supplié pour la libération de Bam Sansal, en vain. Ni Macron, ni ses ministres, ni même l'ensemble du paysage politique français n'ont réussi à infléchir la position d'Abdil, et pourtant il aura suffi d'un simple clin d'œil venu de Berlin pour que les verrous sautent. Oui, c'est bien à la demande exclusive de l'Allemagne que la libération a eu lieu. Une claque sèche nette administrée à la fierté française par le président algérien. Rien que ça. Alors le clan Tebboune aurait-il offert à la France une leçon d'humiliation en pleine lumière? C'est en tout cas le refrain préféré de ses supporters qui chantent à tue-tête que la libération express de Wallam Saal, suite au simple coup de fil du président allemand, représente une magistrale démonstration de puissance. Pour eux, c'est clair, Alger vient d'administrer une gifle historique à Paris. Une claque symbolique mais bruyante censée prouver que l'Algérie n'est plus sous la coupe d'aucun réseau d'influence tricolore. Désormais, disent-ils, l'Algérie marche d'égal à égal avec son ancienne tutrice. Un nouvel équilibre des forces serait né et le passé colonial jeté aux oubliettes. Mais est-ce vraiment ce que l'on croit? En creusant un peu, on découvre que derrière cette belle histoire de gifles infligées à la France se cache surtout un joli décor de fiction. Pour ceux qui crient au triomphe algérien, les illusions sont nombreuses, les amplifications abondantes et les contre-vérités légion. Soyons francs, d'un point de vue symbolique, oui, Paris a pris une claque. Ce n'est pas Macron qui a fait bouger les lignes. Celui qui a décroché la mise, c'est Berlin. Et il faut le reconnaître, l'Allemagne, fidèle à son image de puissance posée, respectée et stratège, a marqué un point décisif, un vrai coup de maître signé diplomatie allemande. Ce n'est pas un coup d'essai pour Berlin. Offrir l'asile à des figures persécutées, écrivains célèbres, penseurs brillants, artistes de renom ou opposants bâillonnés, c'est presque une tradition allemande. Quand d'autres pays ferment les yeux, l'Allemagne, elle ouvre ses bras. Depuis longtemps, elle manie avec finesse l'arme douce de la diplomatie humanitaire. Ce pays épargné par les casseroles coloniales en Afrique ou dans l'ancien tiers-monde avance sans le poids du passé. Résultat, elle parle au Sud global, sans complexe, sans arrogance. Diversité assumée, ouverture sur le monde réel. Berlin détonne là où Paris peine encore à rompre avec son héritage. L'Allemagne qui surclasse la France sur l'échiquier économique ne se contente pas de compter ses euros, elle sait aussi parfaitement comment les convertir en influence. Forte d'un passé qui ne l'encombre pas, elle avance sans complexe tisse ses réseaux via des investissements massifs et s'impose avec aisance même auprès des régimes les plus rigides d'Afrique ou d'Asie. Ce n'est pas un hasard si dans l'affaire Sansal-Berlin s'est imposée comme le maître du jeu. Elle n'a pas seulement agi, elle a démontré que sa diplomatie à la fois humaine et stratégique pèse lourd, et elle l'a fait sans fracas mais avec autorité. Dans tous les cas, il était impensable pour le régime de Tebboune d'autoriser le transfert de Saal vers Paris. Cela aurait été ni plus ni moins un suicide politique. Depuis ce fameux 10 novembre, lorsque le président allemand a discrètement approché Abdil pour négocier une possible libération, certains observateurs avertis l'avaient déjà anticipé, une sortie vers la France était inenvisageable. Le système algérien profondément méfiant ne lui aurait jamais pardonné une telle décision. L'affaire Sansal avait pris une dimension symbolique. Il avait été jugé non seulement pour ses actes, mais pour ses liens supposés avec 2 diplomates français. Ce motif gravé noir sur blanc dans le verdict suffisait à faire de toute réconciliation avec Paris une trahison aux yeux du pouvoir. On ne l'a pas seulement sali, on l'a carrément jeté aux chiens. Bam Sansal a été transformé en monstre public, lynché verbalement, dépouillé de son identité algérienne à coups d'accusations orchestrées.
Pour le régime Tebboune, il n'était plus qu'un traître, un infiltré, un pantin au service de la nostalgie coloniale et des réseaux d'extrême droite. Une campagne de diabolisation massive d'une efficacité redoutable a redéfini son image aux yeux du peuple. Dans un tel climat, comment imaginer que le pouvoir algérien puisse l'expédier à Paris sans s'écrouler? C'était un tabou politique absolu. Et à Paris, on l'avait bien intégré. Dans les coulisses, ça discutait ferme. Bam Bam, le bras droit de Tebboune, ainsi que plusieurs conseillers influents, avaient été approchés officieusement discrètement pour explorer un scénario de détente entre Alger et Paris. L'idée Tracer, une feuille de route de réconciliation avec en point d'orgue un possible geste symbolique libérer Bam Sensal. Mais rapidement, les Français ont compris et les interlocuteurs algériens l'ont confirmé que cette option était verrouillée, inenvisageable. Une telle décision aurait mis le feu aux poudres, manifestations dans la rue fracture au sein de l'armée et une crédibilité présidentielle réduite à néant. Même dans le cercle rapproché du pouvoir, certains refusaient catégoriquement cette éventualité. Le sujet était radioactif. Dans le ballet diplomatique entre Alger et Berlin, les Français n'ont pas vraiment mené la danse. Paris a été relégué en coulisses, parfois consulté, souvent contourné, et même carrément écarté à certains moments. Emmanuel Macron, lucide, avait compris que la seule pièce capable de faire tomber le mur, c'était Berlin. Depuis le début de la détention arbitraire, 2 capitales s'étaient positionnées, mais c'est l'Allemagne qui a dégainé la première. Et pour cause, Bam y est une figure respectée. C'est d'ailleurs sur le sol allemand qu'il a reçu l'un de ses tout premiers grands honneurs littéraires, le fameux prix des libraires allemands. Là-bas, son nom résonne fort bien plus qu'à Paris. L'Allemagne, ce n'est pas juste un poids lourd économique, c'est aussi une capitale mondiale de la littérature. Francfort, avec son célèbre salon du livre, voit défiler chaque année les plus grands noms, et Bam Sensal y est un habitué. Il y a tissé des liens solides, des députés au Bundestag, des figures culturelles influentes. Tous connaissent son nom, certains, même personnellement. Pas étonnant donc que Berlin ait été touché par sa détention. Pourtant, lorsque l'Allemagne a tenté une première approche diplomatique, Tebboune a immédiatement fermé la porte. Le contexte était explosif, les tensions avec Paris atteignaient des sommets, l'affaire du Sahara occidental n'avait connu aucun tournant favorable pour Alger et Sensal, était encore perçu comme un pion dans ce bras de fer géopolitique. Bref, trop risqué, trop tôt. Le 31 octobre dernier a marqué un tournant amer pour le régime Tebboune. Ce jour-là, la claque diplomatique est tombée. Le Conseil de sécurité de l'ONU a validé comme option crédible et légale la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental dans le cadre d'une autonomie. Résultat, Alger s'est retrouvé isolé, affaibli, presque mise à l'écart de la scène internationale. À ce moment-là, le climat était déjà lourd, Bruno Retailleau tapait fort, l'extrême droite française haussait le ton et la presse pro-Bolloré comme un écho amplifié pilonnait Tebboune sans relâche. Dans ce chaos, garder Bam Sensal derrière les barreaux devenait un levier précieux. Pour Tebboune, c'était clair, utiliser l'écrivain comme monnaie d'échange, un moyen de pression subtile sur Paris, et peut-être qui sait faire plier Macron sur le Sahara. Mais le plan de Tebboune s'est effondré comme un château de cartes. Car très vite, la querelle entre Alger et Paris a dévié de trajectoire et changé de sujet. Exil le Sahara place à une nouvelle tempête, Bruno Retailleau en première ligne, les tensions migratoires en toile de fond, et un gouvernement français bien décidé à renvoyer chez eux certains ressortissants algériens. Entre refus de laisser passer consulaires influenceurs algériens, accusés de semer le chaos et appel à la violence contre des réfugiés sur le sol français, la crise s'est enflammée. Dans ce tumulte, la question du Sahara occidental s'est retrouvée reléguée tout en bas de la pile. Un dossier devenu secondaire dans une relation déjà minée de toutes parts. Tandis que la crise prenait des tournures de plus en plus imprévisibles, Paris a fini par admettre que la meilleure issue portait un nom, l'Allemagne. Et pour ceux qui pensent que la France était totalement hors jeu, voici un fait qui prouve le contraire. Le 11 septembre dernier, Emmanuel Macron a réuni tous les ambassadeurs français dans le cadre solennel de l'Élysée lors de ce qu'on appelle le Salon des ambassadeurs. L'élite diplomatique française y était conviée, mais aussi quelques figures influentes du monde politique, culturel et communautaire.
Parmi les voix qui ont pris la parole ce jour-là, celle du philosophe Pascal Bruckner s'est fait remarquer. Il s'est directement adressé au président M. Macron, ça suffit. Voilà bientôt 1 an que Bounsassa croupit en prison. Il est malade, condamné. Il risque de ne pas en sortir vivant. Il a ajouté « Nous allons nous mobiliser, intensifier la pression, bouger les lignes, faire le nécessaire pour que ce régime algérien lâche prise. » Un moment fort révélateur des tensions, mais aussi des canaux parallèles activés par Paris. Et là, sans détour, Macron l'a coupé net. Surtout pas. Ne bougez pas. Ne faites aucun bruit. La pire erreur serait de dénoncer publiquement son emprisonnement. Vous feriez capoter tout le travail en coulisses. En coulisses, justement, le président avait déjà mis ses pions. Il avait discrètement échangé avec le comité de soutien, à Bounsassa parler à ses proches, à ses amis influents à Paris. Et son message était clair, on a un plan. Depuis le mois de septembre, la solution est connue, ce n'est ni Rome ni Bruxelles. C'est Berlin, et seulement Berlin. Dès la mi-septembre 2025, l'Élysée avait compris que seule l'Allemagne avait les clés. Pas besoin de grands discours. Il suffisait d'un levier bien placé, et Macron savait exactement où appuyer. Pourquoi Berlin, me direz-vous? Parce que là-bas, Bounsassa n'est pas un inconnu. Il y a remporté l'un de ses premiers grands prix littéraires et ses soutiens y sont nombreux, puissants, bien plus visibles qu'à Rome. L'Allemagne, c'est aussi une question de proximité émotionnelle et médicale. Car oui, Abdelmadjid Tebboune ne va pas se faire soigner en Italie. C'est en Allemagne qu'il consulte, qu'il est suivi, soigné, chouchouté. Ce n'est pas un détail entre l'Algérie et l'Allemagne, il y a une relation directe personnelle. Les Italiens, bien sûr, ils achètent du gaz, ils déroulent comme le tapis rouge, ils sourient pour la photo. Mais ce ne sont pas leurs médecins qui ont pris en charge Tebboune quand sa santé était en jeu. Chaque année, il effectue discrètement des visites médicales, parfois même ce sont les médecins allemands qui font le déplacement jusqu'à Alger à El Mouradia ou dans sa résidence privée. Bref, l'Allemagne n'est pas juste un partenaire, c'est son dispensaire attitré. Autrement dit, le carnet de santé de Tebboune, c'est Berlin qui le tient. Son protocole médical, ses consultations, ses traitements, tout passe par les hôpitaux allemands. Et c'est là que l'Allemagne sort son joker. En matière d'influence, elle détenait une arme douce mais redoutablement efficace, le pouvoir de persuasion par les soins. En misant sur ce levier intime, Berlin a su s'introduire dans la partie et les négociations ont été lancées. Mais alors que reste-t-il à la France dans tout ça? Peut-on parler d'un camouflet total? Honnêtement, oui. Politiquement, c'est un revers cinglant. Et vous verrez dans les prochaines heures les têtes d'affiche de la droite française, de l'extrême droite, ou encore les détracteurs de Macron, ne vont pas se priver de monter au créneau. Ils diront « Attendez, comment ça se fait? Un écrivain français détenu à l'étranger, et c'est l'Allemagne qui le fait libérer. » Ce genre de scénario, c'est digne d'un thriller diplomatique inversé. Imaginez demain un citoyen français enlevé par des terroristes et c'est Berlin qui organise la libération. Un vrai malaise plane et une impression d'impuissance palpable pour Paris. Attention, ne vous y trompez pas, la France n'était pas hors jeu. Elle ne tenait peut-être pas les projecteurs, mais elle tirait quand même quelques ficelles en coulisses. En réalité, tout le dispositif a été savamment coordonné à 3 Tebboune Macron et le président allemand. Macron savait parfaitement ce qui se tramait entre Alger et Berlin. Il suivait de près les négociations au courant de chaque étape. Et si le président allemand a pris soin de prévenir Emmanuel Macron avant d'intervenir publiquement, ce n'était pas par simple courtoisie. Il fallait construire un scénario crédible. Tebboune ne pouvait pas se permettre de libérer Bounsassa. Sans pression extérieure, ça aurait eu l'air d'un aveu de faiblesse. D'où cette mise en scène bien huilée, une demande officielle de Berlin, une réponse favorable d'Alger et un Bounsassa enfin relâché. Mais soyons clairs, tout cela s'est fait avec la bénédiction et même la complicité discrète de Paris. Pas besoin de tomber dans le piège des bonimenteurs. Ne vous laissez pas embobiner par les théories bidons ou les intox qui vont circuler partout. Non, la France n'a pas été écartée du processus. Elle était bel et bien dans la boucle des négociations impliquée jusqu'au bout. Dès que l'avion militaire allemand a atterri à Alger pour récupérer Wam Sensal et le transférer en Allemagne pour y recevoir des soins et surtout recouvrer sa liberté, Macron a décroché son téléphone. Il a échangé brièvement avec Sensal.
En parallèle, Frank-Walter Steinmeier, le président allemand, informait officiellement les autorités françaises dès que la réponse favorable de Tebboune lui a été transmise. Tout s'est joué très vite, mais de manière parfaitement coordonnée entre Paris-Berlin et Alger. Et puis il y a eu ce petit clin d'œil de Macron envers Alger. Un geste symbolique subtil, mais bien réel. Par l'intermédiaire de ses conseillers, et plus précisément l'un de ses diplomates, le message a été passé à la presse française, dans les relations internationales comme dans la vie privée, s'énerver avec ceux dont on attend quelque chose. Ce n'est pas souvent une stratégie gagnante. Sous-entendu, pas besoin de coups de poing sur la table pour avancer. Cela dit, Paris n'est pas non plus en mode bisounours. La ligne est claire et les demandes adressées à l'Algérie sont fermes. Mais selon l'Élysée, la méthode n'a jamais été basée sur la confrontation. Respecter l'Algérie tout en maintenant des exigences fortes, c'est ce mélange de calme et de fermeté qui, selon Macron, a permis d'aboutir à la libération de Bounsassa. Une stratégie dite d'apaisement, mais clairement calculée. Juste après l'annonce de la libération de Bonham-Sansal, Emmanuel Macron a pris la parole. Et voici ce qu'il a déclaré avec un ton à la fois solennel et stratégique. « Je tiens à remercier l'Allemagne, ce partenaire de confiance, et tout particulièrement son président, pour avoir permis cette libération près d'un an après l'arrestation de Bonham-Sansal. » Puis il a enchaîné en glissant subtilement une nuance. Ce résultat est aussi l'aboutissement des efforts soutenus de la France fondés sur une méthode faite de respect de constance et d'exigence. En clair, Paris a bossé dans l'ombre et Berlin a appuyé sur le bouton final. Autrement dit, Macron n'a pas voulu passer pour le figurant de l'histoire. Il a aussitôt tenté de rééquilibrer le récit médiatique en s'adressant à demi-mot aux citoyens français. Ne vous laissez pas berner par les discours venus d'Alger, ni par ceux de mes détracteurs en France. Ce n'est pas une humiliation, ce n'est pas un échec. Car oui, sur le papier, c'est l'Allemagne qui a signé la libération. Mais Macron veut faire comprendre que la scène finale, aussi brillante soit-elle, a été précédée par un long travail silencieux, dont Paris fut co-scénariste. En coulisses, ça a remué et pas qu'un peu. Emmanuel Macron a activé discrètement ses réseaux, manœuvré dans l'ombre, multiplié les signaux de bonne volonté. Il a même glissé publiquement sur un ton présidentiel. Je prends note des marques d'humanité du président Tebboune. Et comme il fallait bien penser à la suite, il a immédiatement élargi le champ. Nous pensons également à notre concitoyen Christophe Gley. Là, c'est clair, Macron tente de replacer sur la table un autre dossier brûlant, celui de Christophe Gley, un autre Français toujours retenu en Algérie. Deuxième nom, deuxième otage, deuxième enjeu. Et cette fois, on ne va pas faire semblant, le dossier est vide. Vide comme une bouteille dans un désert. Rien de sérieux, rien de solide. C'est du pur chantage. Un otage politique de plus que Paris devra maintenant tenter de faire libérer. Et ce sera encore une négociation à mener avec M. Tebboune. L'Allemagne prendra-t-elle aussi la suite pour le prochain round suspense? L'avenir nous le dira. Mais pour être franc avec vous et mettre les choses à plat, oui, d'un point de vue strictement politique, la France vient de prendre une claque monumentale, une vraie gifle bien sonore. Sur le terrain du pouvoir et de l'image, Paris s'est fait doubler. Mais attention, nuance importante, sur le plan diplomatique, la partition est tout autre. Derrière le rideau, dans les discussions discrètes, les coups de fil nocturnes et les messages codés, la France a joué un rôle loin d'être anecdotique. En coulisses, elle n'était pas absente, loin de là. Disons-le sans détour, si la France avait tenté de mener l'opération en solo, elle aurait échoué. Totalement. Sans Berlin dans l'équation, Bonham-Sansal serait probablement toujours derrière les barreaux. Il faut que Paris l'admette et le répète en boucle « Merci l'Allemagne ». Et surtout que Bonham-Sansal, lui aussi, se montre reconnaissant, car c'est bien l'Allemagne et elle seule qui lui a tendu la main, pas Paris. Voilà un fait qu'on ne peut plus nier. Et désormais, place à la récupération politique. Le régime de Tebboune, bien décidé à transformer cette claque infligée à la France en victoire stratégique, va chercher à retourner l'histoire à son avantage. Comment expliquer ce revirement spectaculaire, cette décision qui a pris tout le monde de court, même les Algériens eux-mêmes? La libération soudaine de Bonham-Sansal, son départ précipité vers l'Allemagne, le tout déclenché par un simple appel du président allemand. Oui, c'est ce coup de fil qui a tout fait basculer et le régime compte bien